Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le chapitre sur les solutions aqueuses, dernier chapitre, qui concerne donc les diagrammes potentiels pH. Quelle va être l'idée ici? Ça va être de voir comment on trace le diagramme potentiel pH pour un élément, un diagramme potentiel pH complet donc. Et ici on va se proposer comme exemple bien, de tracer le diagramme potentiel pH du fer. Donc souvent dans les sujets de concours, comme je vous ai dit, les diagrammes potentiels pH, c'est des bons moyens de faire la synthèse de ce que vous savez en termes de précipitation, oxydoréduction, acide-base, tout à la fois. Donc ici, vous allez avoir seulement une partie d'un diagramme potentiel pH à exploiter. Nous, on va le construire complètement pour que vous maîtrisiez toutes les démarches en lien avec cette notion. Alors, ici, l'idée donc d'un diagramme potentiel pH, c'est de tracer un diagramme qui représente le potentiel en fonction du pH et qui nous dit dans chaque zone quelle est l'espèce existante si c'est un solide, prédominante si c'est une espèce en solution, favorisée au niveau de la formation, donc quel est le domaine de stabilité si on a affaire à un gaz. Donc, une chose que on sait que lorsque le potentiel augmente, le nombre d'oxydations augmente. Donc ici, on va commencer par essayer de classer toutes les formes de l'élément qui doivent être placées sur le graphe en fonction de leur nombre d'oxydation. Alors, pour le fer solide, c'est très facile, le nombre d'oxydation du fer est à 0. Pour Fe2+, le nombre d'oxydation du fer est à plus 2. Fe3+, on est à plus 3. Ensuite, il va nous rester à traiter les cas de FeOH 2 fois. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Le nombre d'oxydation du fer plus 2 fois moins 2 plus 2 fois plus 1 vaut 0. Donc on rappelle qu'on attribue moins 2 à l'oxygène et plus 1 à l'hydrogène. Donc ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir un nombre d'oxydation du fer à plus 2. FeOH 3 fois. En suivant la même logique, on va avoir un nombre d'oxydation du fer à plus 3. Donc si on résume un petit peu ce qui va se passer, eh bien, on va avoir au nombre d'oxydation 0 le fer solide, au nombre d'oxydation plus 2, vous voyez que le nombre d'oxydation plus 1 ne sera a priori pas présent, Fe2+, mais également FeOH 2 fois. Au nombre d'oxydation plus 3, Fe3+, et FeOH 3 fois. Donc là, on se doute que sur le diagramme, si vous voulez, il va falloir faire un diagramme en quelque sorte à 3 étages. Un étage pour le nombre d'oxydation 0, un étage pour le nombre d'oxydation plus 2, un étage encore au-dessus pour le nombre d'oxydation plus 3. Et comme ça, plus E augmente, et plus le nombre d'oxydation va augmenter. Alors après, on se doute qu'il y aura des cohabitations sur certains étages. L'étage associé au plus 3 et au plus 2 vont avoir... Les étages associés au plus 3 ou au plus 2 vont avoir 2 locataires. Alors, derrière, on définit les conventions de tracé. Alors, sur les conventions de tracé, on sait qu'on va travailler ici, bon ça l'énoncé est souvent le fixe, ou alors on le détermine. On va travailler avec une concentration de tracé à 10-2 mol par litre. On nous donne 2 pKs. Alors on rappelle ce que sont les pKs. Les pKs, alors on va le faire pour FeOH 2 fois par exemple. Le pKs est associé à cette réaction. Le solide, qui donne ces ions constitutifs.
Donc ici, c'est moins log du Ks, le Ks étant le produit de solubilité, c'est-à-dire la constante d'équilibre de cette réaction. Alors, ici, première chose que l'on va faire, on va dresser un diagramme de situation ou primitif. Alors, ici, il est très important de bien avoir en tête quelques principes de base. Alors, le potentiel redox augmente avec le nombre d'oxydation de l'élément. Ça, c'est illustré par la formule de Nernst. Les frontières horizontales et obliques vont séparer des espèces de nombres d'oxydation différents. Donc là, on va écrire des demi-équations redox pour définir ces frontières. Les frontières verticales, c'est des frontières définies pour un pH donné. Et elles vont séparer des espèces au même nombre d'oxydation. Donc là, ce sera des réactions acido-basiques ou de précipitation. Et dernier principe, la quantité de H- au sein des espèces augmente avec le pH. Alors, quelle est l'idée? L'idée est de se dire que si le pH augmente, la basicité du milieu augmente, et donc les H- disponibles aussi. La quantité de H- disponible augmente. Si la quantité de H- disponible augmente, eh bien dans les espèces qui mettent en jeu H-, il y en a plus de disponibles à l'extérieur pour les former. Et donc, partant de toutes ces connaissances, on va tracer ce qu'on appelle un diagramme primitif. Alors, un diagramme primitif, ici, on ne va pas graduer en potentiel et en pH, on va graduer simplement en nombre d'oxydation et en pH. En fait, l'idée, ça va être de déjà prépositionner les espèces qui sont censées apparaître sur le diagramme. Alors, au nombre d'oxydation, 0. On a une seule espèce qui va être présente. Alors, vous voyez, ici, on ne s'occupe pas trop de l'idée de savoir si les frontières sont obliques ou horizontales. On trace un trait horizontal. On va avoir Fe solide. Fe solide est associé au fer du nombre d'oxydation 0. À l'étage entre guillemets du dessus, quand le nombre d'oxydation augmente, je peux croiser soit Fe2+, soit FeOH 2 fois. Ici, ce que je sais, c'est qu'à mesure que le pH augmente, j'ai de plus en plus de chances de croiser une espèce qui contient des H-. Donc je me dis qu'à pH faible, donc quand il y a peu de H- disponibles, je vais croiser Fe2+, et qu'au-delà d'un certain pH, je vais commencer à croiser FeOH 2 fois. Donc là, ce que je sais finalement ici, c'est que Fe solide va présenter à la fois une frontière avec Fe2+, et une frontière avec FeOH 2 fois. Et puis à l'étage du dessus encore, au nombre d'oxydation plus 3, autrement dit, là je vais avoir Fe3+, à pH faible, FeOH 3 fois, à pH fort. Toujours avec le même principe derrière. Un principe simplement d'augmentation du nombre de OH dans les espèces à mesure que le pH augmente. Alors là, je pourrais placer une frontière verticale. La question est de savoir où se trouve cette frontière. Alors pourquoi est-ce que j'ai cette incertitude? En gros, je ne sais pas si il existe une frontière Fe2+, FeOH 3 fois, ou s'il existe une frontière Fe3+, FeOH 2 fois. Vous voyez qu'en fonction de la position de la frontière verticale entre les deux espèces au même nombre d'oxydation, eh bien, je m'attends à avoir des frontières différentes à déterminer ici. Donc là, il va falloir que je commence par déterminer la position des frontières verticales. Alors, dans les frontières verticales, donc là, on va faire un petit peu la liste. Donc, je vais avoir cette frontière inconnue à déterminer et cette frontière. Donc, ça me donne deux frontières verticales à positionner pour établir le diagramme potentiel pH. Donc ici, je vais m'attaquer naturellement
à la frontière verticale FE2+, FEOH 2 fois. Alors, si je veux placer une frontière, la première chose que j'ai à faire, eh bien, c'est d'écrire la réaction qui permet de passer d'une espèce à l'autre. Alors ici, on va le voir assez simplement. Cette réaction, c'est FE2+, plus 2HO-, ou plutôt même, on va l'écrire dans l'autre sens, comme ça on va directement pouvoir écrire KS. Donc FeOH 2 fois, solide, qui va donner Fe2+, plus 2HO-. Donc là, j'ai affaire à un équilibre de précipitation. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que la constante d'équilibre, Ks, faudra Fe2+, fois HO- au carré, alors si je veux, sur C0 puissance 3. Tout dépend si je travaille toujours la même chose avec les concentrations ou avec leur valeur numérique en mol par litre. Et donc ici, Ks est vérifié, donc cette égalité est vérifiée, tant que le solide existe. Sinon, on rappelle qu'il y a rupture d'équilibre. Alors, ensuite, je vais me placer à la frontière du domaine. Alors ici, le domaine qui sera le domaine déterminant, ce sera le domaine du solide. Et donc, on va parler d'une frontière de domaine d'existence. Et donc, je sais qu'à la frontière du domaine d'existence du solide, eh bien, j'ai simplement un grain de FeOH 2 fois. Et donc, si j'ai un seul grain de FeOH 2 fois, eh bien, ça signifie que Fe2+ à la frontière vaut la concentration de tracé. Alors, on se rappelle l'idée, hein, on a au maximum 10-2 mol par litre de fer dans la solution. S'il y a uniquement un grain de solide au contact de la solution, ça veut dire que tout le fer reste dans la solution. Et donc la concentration en fer de la solution est quasiment égale à la concentration tracée. Donc ici, eh bien, si je connais ceci, je vais pouvoir en déduire que Ks vaudra C tracé fois HO- à la frontière au carré. Alors, on sait une autre chose, on sait que le produit ionique de l'eau est vérifié. Donc on sait que HO- à la frontière, ce sera Ke sur petit h à la frontière. Avec petit h, hein, on le rappelle, qui est la notation réduite pour la concentration en ion H3O+. Donc, ici, je vais pouvoir, grâce à ce calcul, dire que H à la frontière vaut, alors vous voyez, j'ai Ke carré ici, j'ai un Ks qui va passer ici, donc C tracé sur Ks, racine carrée, hop, fois Ke. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Dans ce cas-là, je vais trouver que le pH à la frontière, donc il vaut moins log de H à la frontière, eh bien il vaudra pKe moins 1,5 de log C tracé plus pKs. Donc là, vous voyez, j'ai obtenu, grâce à la définition du KS et grâce aux conventions de frontière, aux conventions de tracé, l'équation de la frontière qui sépare Fe de plus de FeOH 2 fois. Et donc ici, j'obtiens un pH frontière
qui vaudra 14 moins 1,5 de log c tracé, donc de moins 2 plus pks 15,1, donc un pH frontière qui vaudra 7,45. Donc là, j'ai bien trouvé, comme attendu, une frontière verticale. En effet, ici, j'ai simplement une valeur de pH constante. Alors, je prends maintenant exactement la même logique pour la frontière avec FeOH 3 fois. Donc là, si vous avez compris le principe, on va pouvoir aller plus vite. On écrit l'équation associée à la réaction de mise en solution. On écrit Ks, qui vaudra donc Fe3+, la concentration en Fe3+, fois la concentration en HO-, puissance 3. À la frontière du domaine d'existence, je vais obtenir, donc domaine d'existence du solide, j'obtiens Fe3+, à la frontière qui vaudra la concentration de tracé, toujours la même chose, quasiment tout le fer est en solution, sauf le fer contenu dans le grain de FeOH 3 fois au contact de la solution. Donc ici, je vais finir par écrire que Ks vaut C tracé fois Ke sur H à la puissance 3. Donc, je passe H puissance 3 ici, C tracé ici. J'obtiens H à la frontière qui vaudra racine cubique de C tracé sur Ks et fois Ke. Donc, au final, je vais obtenir un pH à la frontière qui vaudra, en prenant moins log de ceci, pKe, moins 1 tiers de log C tracé plus pKs. Donc, grâce à ce résultat, j'obtiens tout simplement, par application numérique, que le pH à la frontière vaut 2,33. Donc là, qu'est-ce que je peux dire instantanément? Je sais maintenant que la frontière verticale entre Fe3+ et FeOH 3 fois est située avant la frontière verticale entre Fe2+ et FeOH 2 fois. Donc, sur les deux cas sur lesquels j'hésitais ici, je sais maintenant que je peux éliminer ce cas-là. La frontière verticale Fe3+, FeOH 3 fois est située en termes de pH avant la frontière verticale Fe2+, FeOH 2 fois. Donc maintenant, je peux dresser le vrai diagramme primitif du fer. Donc par vrai, qu'est-ce qu'on entend? On entend le diagramme en connaissant les positions des frontières verticales. Alors ici en valeur de pH, donc j'ai 2,33, j'ai 7,45. Ici, j'ai le fer solide qui est dans son domaine d'existence. Au-dessus, à plus 2, hop, à 7,45. Bon,
je vais avoir le domaine de prédominance de F2+, séparé à pH égale 7,45 par une frontière verticale du domaine d'existence de FEOH deux fois. Et puis ici, à pH 2,33, je vais avoir la frontière verticale qui sépare le domaine de prédominance de Fe3+, du domaine d'existence de FeOH trois fois. Donc là, voilà le diagramme, entre guillemets, primitif que je vais avoir. Donc maintenant, vous voyez bien l'idée, il va falloir que je détermine toutes les équations de frontières. Donc là, ça me fait un certain nombre de frontières. Si on compte, ça me fait une frontière, deux frontières, trois frontières, quatre frontières, cinq frontières. J'ai 5 frontières horizontales ou obliques à déterminer. Et chose très importante, c'est que je sais que je vais avoir continuité du potentiel. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand j'arrive sur un pH frontière et que je passe d'une frontière à l'autre, je vais avoir continuité sur ce point-là. Donc je vais nommer les 3 points de raccordement, I, J et K ici. Et donc je sais que sur ces points de raccordement, eh bien, la valeur de potentiel de la frontière Fe2 plus FeOH 3 fois est la même que la valeur de potentiel de la frontière sur FeOH 3 fois, FeOH 2 fois. Et donc ici, je sais que les frontières oxydant-réducteurs sont des frontières horizontales ou obliques. Maintenant, on va essayer de voir ce que vaut la pente d'une frontière. Alors ici, on va prendre une équation, enfin une demi-équation redox complètement classique. AOX plus N électrons plus Q H+, qui va nous donner B fois un réducteur, plus éventuellement de l'eau. Hein. De toute façon, l'eau, on sait que ça ne rentrera pas en compte dans la formule de Nernst. Alors derrière, si j'écris la formule de Nernst relative à cet oxydant et à ce réducteur, eh bien je vais obtenir le potentiel standard du couple plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés fois log de l'activité de l'oxydant puissance A, H plus puissance Q, sur l'activité du réducteur puissance B. Ok? Donc ici, je vais obtenir pour ce terme-là (0,06 sur N log de AOX A sur A red B. Et il va me rester ensuite 0,06 sur N log de H plus puissance Q. Sachant que moins log de H plus vaut le pH, il va venir moins Q fois 0,06 sur N fois le pH. Et donc là, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir ici la pente de la droite représentative de E en fonction du pH. Donc, vous voyez, 0,06 fois le nombre d'électrons, fois le coefficient devant H+, sur le nombre d'électrons échangés, me donne la pente de la droite en volts par unité de pH. Donc on sait déjà que s'il n'y a pas de H+ dans la demi-équation redox, eh bien le coefficient directeur
sera nul et la frontière sera horizontale. Donc ça, on sait que si Q égale 0, la frontière sera horizontale. Et autre propriété, je vous en parlais avant, la continuité du potentiel. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend l'exemple du dessus, ça veut dire qu'en J, par exemple, le potentiel frontière de FE OH3 fois FE2+, exclusivement au point J, vaudra le potentiel frontière entre FEOH2 fois, enfin FEOH3 fois et FEOH2 fois, en J. Donc là, la continuité du potentiel, au fait, vous voyez, ça nous dit que cette égalité est vérifiée en ce point, au point où les deux frontières se raccordent. Autrement dit, où cette frontière, que j'identifie ici, se raccorde avec cette frontière. Alors, maintenant je pars armé de certains principes qui vont me permettre de déterminer de proche en proche toutes les frontières mises en jeu sur le diagramme potentiel pH. Alors on commence par une frontière entre guillemets facile, Fe3+, Fe2+. On écrit la demi-équation redox, dans la mesure où on sait ici que c'est un couple oxydant-réducteur qui va être mis en jeu dans la mesure où c'est une frontière qui sera, alors ici on peut s'y attendre directement, frontière maintenant, horizontale. Donc E, Fe3+, Fe2+, vaut le potentiel standard E0, Fe3+, Fe2+, plus 0,06 sur 1, ici, log de l'activité de l'oxydant Fe3+, en concentration effective, sur l'activité de l'oxydant Fe2+. Les deux sont divisés par C0, il y a donc simplification. À la frontière des domaines, alors ici c'est des frontières de domaines de prédominance, eh bien je peux écrire que Fe3+ à la frontière vaut Fe2+ à la frontière, vaut la concentration de tracé divisé par 2. Donc, ici, je vais pouvoir écrire que le potentiel frontière entre Fe3+ et Fe2+ vaut le potentiel standard du couple Fe3+, Fe2+. Tout simplement. Et donc ici, on va entre guillemets obtenir par application numérique l'équation de cette première frontière. Donc le fait que le potentiel frontière de Fe3+, Fe2+, vaut E0, donc vaut 0,77 volts. Donc là, j'ai obtenu la première frontière. Donc ici, si je reviens à la page d'avant, j'ai obtenu cette frontière-là. Ok. Donc, maintenant, je peux tenter de déterminer la frontière suivante. Fe2+, Fe solide. Et là, vous voyez, même logique, vous voyez que ça va être très répétitif. Hein. Fe2+, plus 2 électrons qui donnent du fer solide. On écrit la formule de Nernst. EFE2+, Fe qui donne le potentiel standard de ce couple plus 0,06 sur 2, 0,03 log de l'activité de l'oxydant Fe2+,
sur C0, sur l'activité du réducteur, qui est un solide, qui est nul. Alors ici, qui est nul, qui est égal à 1. Donc ici, je sais qu'à la frontière du domaine, alors ce coup-ci, attention, on a un solide, donc c'est à la frontière du domaine d'existence du solide. Et ici, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je peux dire qu'il ne reste qu'un grain de fer solide. Donc la conséquence directe, c'est que la concentration à la frontière en Fe2+, vaut la concentration de tracé. Et donc si j'écris ceci, eh bien je peux écrire instantanément que le potentiel frontière entre Fe2+ et Fe, c'est égal au potentiel standard de Fe2+ Fe plus 0,03 log C tracé, ou C tracé sur C0. Bon. Donc là, vous voyez une chose ici, importante. Vous voyez que cette frontière, contrairement à la première, va être mouvante. Et la valeur du potentiel frontière va varier avec ces tracés. Alors, ici, ça c'est important. Et surtout, ça veut dire que si on connaît E0 et qu'on connaît la valeur du potentiel frontière, eh bien, on peut déterminer une concentration de tracé inconnue sur un diagramme que l'on est en train d'étudier. Donc là, l'application numérique sur le potentiel frontière va nous donner, un cran plus bas sinon ça va se télescoper tout ça, va nous donner que le potentiel frontière entre Fe2+ et Fe vaut donc le potentiel standard, on a dit moins 0,44, plus 0,03 log de 0,01. Donc ça nous fait moins 0. Alors ici, la concentration de tracé, j'ai pris... Alors que je ne dise pas de bêtises, la concentration de tracé, j'ai pris... Hop, hop, hop. Flûte, il est où celui-là? Voilà. Indice moins 2. Ok. C'est ça. Donc, moins 0,50 volts, ici. Donc, moins 0,44 plus 0,03 log de 10 moins 2. C'est bon. Le compte est bon. Alors, ici, donc, le potentiel frontière de Fe2+ Fe à moins 0,50 volts, donc encore une frontière horizontale, me donne l'équation de cette frontière-là. Donc vous voyez, maintenant, il va nous rester 3 frontières à déterminer. Donc là, on va se proposer d'aller dans l'ordre FEOH 3 fois Fe2+. Alors, ici, je vais devoir utiliser, pour FEOH 3 fois Fe2+, la continuité en I. Donc le raccordement avec la frontière Fe3+, Fe2+, à un pH de 2,33. Alors, ici, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, ici, ce que je vais pouvoir dire pour FEOH 3 fois Fe2+, c'est, première chose, la demi-équation redox. FEOH 3 donne Fe2+, donc là je vais avoir 3H2O. Pour équilibrer, je vais avoir 3H+ ici, et un seul électron pour équilibrer les charges. Donc la formule de Nernst va nous donner que E FeOH3 Fe2+ vaut le potentiel standard que je ne connais pas. Alors vous voyez, ça c'est une donnée importante aussi, parfois je ne connaîtrai pas les potentiels standards des couples. Plus 0,06 sur 1 log de l'activité du solide 1 H plus puissance 3 sur Fe2+, concentration. Et ici, si je voulais, je mettrais ces 0 carré.
hop, et l'activité de H2O, solvant, évidemment, ça vaut 1. Alors, à la frontière, ici, j'ai affaire à une frontière de domaine d'existence. Et donc, à la frontière du domaine d'existence du solide, donc je vais avoir Fe2+ à la frontière, qui vaut la concentration de tracé. Donc, une fois que j'ai obtenu ceci, eh bien, je vais avoir donc le potentiel à la frontière de FeOH 3 fois Fe2+, qui vaudra le potentiel standard plus, alors ici, plus 0,06 log H plus puissance 3. Donc là, bah, en gros, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si je sortais un facteur 3 ici, que je sortais un moins pour avoir le pH. Donc, moins 0,18 fois le pH. Et qu'est-ce qui va me rester derrière? Moins 0,06 log de ces tracés. Donc là, je vois instantanément apparaître ici la pente. Et ici, cette somme qui va représenter l'ordonnée à l'origine. Alors vous allez me dire que pour l'instant, on a un problème. Problème, que vaut ce potentiel standard? En effet, si je veux définir la frontière, il faut que je connaisse ce potentiel standard. Eh bien là, je vais m'en tirer grâce à la continuité du potentiel. Je sais que cette frontière est raccordée à la frontière au point I entre Fe3+ et Fe2+. Donc la continuité du potentiel en I va me permettre de dire que à pH I égale 2,33, le potentiel frontière entre FeOH 3 fois et Fe2+ vaut le potentiel frontière en I entre Fe3+ et Fe2+, qui vaut donc, on le sait, 0,77 volts. Donc, derrière, je vais appeler, pour des commodités, pour des raisons finalement de compacité des solutions, des notations, je vais appeler l'ordonnée à l'origine EC, qui vaudra E0 FeOH 3 Fe2+ moins 0,06 log de ces tracés. Donc ici, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir que EC moins 0,18 fois pH au point I vaut E frontière Fe3+, Fe2+. Et donc là, j'obtiens instantanément que l'ordonnée à l'origine de la frontière vaut le potentiel frontière de la frontière avec laquelle la frontière qu'on étudiait est raccordée, plus 0,18 fois le pH au point I.
Donc là, par application numérique, eh bien, je vais obtenir EC qui vaudra 1,19 volts. Donc vous voyez là, grâce à la continuité du potentiel, j'ai réussi à déterminer la valeur de EC. Donc maintenant, eh bien, j'obtiens l'expression du potentiel à la frontière. Je sais que l'expression du potentiel à la frontière entre FEOH 3 fois et FE2+, eh bien c'est 1,19 en volts moins 0,18 fois le pH. Donc là, j'ai obtenu l'équation d'une nouvelle frontière. Donc ici, la frontière dont j'ai obtenu l'équation, c'est cette frontière-là. Avec la continuité étudiée sur le point I ici. Alors, il me reste maintenant deux frontières à déterminer. La frontière entre FEOH 3 fois, FEOH 2 fois, et la frontière entre FEOH 2 fois et FE solide. Alors, avant de déterminer ces deux frontières, dernière chose que l'on peut remarquer, c'est qu'on peut trouver E0, FEOH 2 fois, FE, enfin FEOH 3 fois, FE2+. Comment est-ce qu'on fait? On sait que E0, FEOH 2 fois, FEOH 3 fois, FE2+, moins 0,06 log C tracé vaut EC. Donc E0 vaut EC plus 0,06 log de C tracé. Donc ici, je peux trouver que E0 de FEOH 3 fois FE2+, eh bien, vaut 1,07 volts. Donc là, on rappelle que ce qu'on vient de faire ici, c'est une détermination de potentiel standard a priori inconnu. Alors, ici, on continue dans la même veine pour trouver la frontière suivante. FEOH 3 fois, FEOH 2 fois. On sait une chose, on sait qu'ici, on va devoir, vous voyez, il faut toujours avoir le diagramme primitif en tête, on sait qu'on va devoir exploiter la continuité en J. On sait qu'on va devoir encore écrire les demi-équations, la formule de Nernst, pour obtenir le résultat, et donc utiliser la continuité pour obtenir l'équation complète de la frontière. Alors, ici, donc, on commence par la demi-équation redox, FEOH 3, FEOH 2. Donc là, de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin de H2O pour équilibrer les oxygènes. On a besoin de H+, et d'un électron, ce qui est cohérent avec finalement les nombres d'oxydation, pour équilibrer les charges. Donc ici, on va avoir E, FEOH 3, FEOH 2, qui vaudra E0, FEOH 3, FEOH 2, encore une fois, un potentiel inconnu, plus 0,06, et là il va vraiment pas y avoir grand chose dans le logarithme, en effet on a deux solides. Et donc plus 0,06 log de H+ sur ces 0. Donc ici à la frontière, bah finalement j'aurais pas grand chose à dire. Donc je vais dire qu'à la frontière des domaines de stabilité des deux solides, bah simplement les deux solides existent.
ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Donc ici, tant que l'équilibre est vérifié, la formule de Nernst est vérifiée. Et donc je vais avoir E frontière qui vaudra E0 du couple plus 0,06 log h plus sur C0, donc moins 0,06 fois pH. Donc ici, encore une fois, je vais avoir une frontière oblique. Alors, donc je vais identifier ici une ordonnée à l'origine. Ici, un coefficient directeur. Donc je sais que j'ai une frontière oblique avec un coefficient directeur de pente moins 0,06 volts par unité de pH. Donc là, la question à se poser, encore une fois, c'est que vaut ce potentiel standard? Et là, encore une fois, je vais exploiter la continuité du potentiel. Ce coup-ci en J. Alors la continuité du potentiel en J, qu'est-ce qu'elle va me donner? Eh bien, j'ai ce terme-là qui est inconnu, que je vais appeler pour plus de commodité ED. Et ce que je sais, c'est que ED moins 0,06 PHJ, donc ça c'est pour la frontière que je viens de déterminer, vaut le potentiel frontière que j'ai déterminé avant. Donc vaut EC, ce que j'ai appelé EC ici, moins 0,18 pH. Donc là, finalement, je raccorde, si on veut, la frontière que j'ai représentée en marron ici, avec cette frontière qui sera en rose. Hop. Donc le raccordement des deux frontières me donne cette égalité au point J. Donc là, maintenant, pour trouver l'ordonnée à l'origine sur la frontière que je ne connais pas encore, eh bien, il suffit que je la raccorde à la frontière que je connais déjà. Donc ici, eh bien, je vais avoir ED qui va valoir EC moins 0,12 PHJ. Donc là, je vais obtenir l'ordonnée à l'origine, qui va correspondre directement au potentiel standard de FeOH3, FeOH2, et qui va me donner ici, alors on rappelle que J, donc PHJ, valait 7,45, donc qui vaut ici 0,296 volts. Donc finalement, ce que je vais obtenir pour la frontière, c'est que je vais obtenir par application numérique que E frontière de FeOH 3 fois FeOH 2 fois vaut 0,296 moins 0,06 fois le pH. Donc là, j'ai déterminé l'équation de la frontière qui se situe ici. Il me reste une dernière frontière à déterminer. La toute dernière frontière, c'est cette frontière-là. Donc la frontière entre FeOH 2 fois et Fe solide. Donc là, on se doute
que je vais devoir exploiter la continuité au point, troisième point ici de raccordement, qu'on va appeler le point K. Donc là, hop, on revient un peu en arrière. Oui, je sais, ça fait... Donc je vais avoir continuité entre la frontière FE solide FE2+, et la frontière FE OH2 fois FE solide. Le tout, évidemment, en cas à pH qui vaudra aussi 7,45. Alors, ici, on commence de manière tout à fait classique. FeOH2 fois solide, on peut dire, qui donne Fe solide. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer? J'ai besoin de 2H2O, donc ici, je vais avoir besoin de 2H+, et 2 électrons. Donc finalement, ce que je peux dire d'après la formule de Nernst, c'est que FeOH2 fois Fe vaut le potentiel standard inconnu FeOH2 fois Fe plus 0,06 sur 2. Alors ici, vous voyez, j'ai un facteur 2 sur les électrons. Log de l'activité de l'oxydant, H plus au carré, sur l'activité du réducteur, eh bien, ici, 1 tout simplement, j'ai un solide. Donc, là, si je me place à la frontière, et là, on peut dire des domaines de stabilité des solides, bien, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à prendre en compte, dans la mesure où les activités des solides sont à 1, et donc je vais avoir E frontière de Fe OH2 fois Fe solide, qui vaudra le potentiel standard de FeOH2 fois Fe solide, plus 0,06 sur 2 log H plus au carré, donc je sors le carré qui simplifie le 2 qui est à l'extérieur, moins 0,06 fois le pH. Donc là, j'ai obtenu le potentiel frontière. Alors, le problème, toujours le même, je ne connais pas le potentiel standard ici, donc qu'est-ce que je fais? J'exploite la continuité du potentiel au point K. Et donc là, qu'est-ce que je vais dire très simplement? Je vais dire que le potentiel frontière de Fe2 plus Fe vaut le potentiel frontière en cas de FeOH2 fois Fe. Donc ici, j'obtiens E frontière Fe2 plus Fe égale E 0 FeOH2 fois Fe moins 0,06 PHK. Bon, PHK, on rappelle qu'il vaut 7,45. Donc là, je veux obtenir que E0 FeOH2 Fe égale E frontière Fe2 plus Fe plus 0,06 PHK. Hop. Donc là, qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, je vais obtenir directement que E0 FeOH2 fois Fe vaut 0,53 volts. 0, pardon. Hop. 0,67 volts ici. Et donc, je vais obtenir
que le potentiel frontière entre FeOH deux fois et Fe vaut 0,67 moins 0,06 fois le pH. Le tout exprimé évidemment en volts. Donc ça, c'était la dernière frontière dont j'avais besoin pour déterminer le diagramme potentiel pH. Donc la frontière qui se situait ici. Donc maintenant que j'ai déterminé les deux frontières verticales en dressant le diagramme de situation, plus toutes les frontières horizontales ou obliques grâce aux conditions de raccordement, eh bien je peux dresser le diagramme potentiel pH complet à une concentration donnée. Donc derrière, qu'est-ce que je sais? Eh bien je sais que je vais avoir le fer solide tout en bas. Au-dessus, ici, je vais avoir Fe2+, en haut à gauche, Fe3+, un grand domaine ici attribué à FeOH 3 fois, et un tout petit domaine ici attribué à FeOH 2 fois. Comme ceci. Alors, sur le diagramme potentiel pH du fer, là, vous voyez, j'ai maintenant une vue d'ensemble. Je sais où se forme le fer solide, où se forme FeOH 3 fois, où se forme FeOH 2 fois. Je sais aussi, et surtout, où ces solides ne se forment pas. Donc, par exemple, pour le fer, imaginons, je ne sais pas, j'ai une coque de bateau à entretenir, etc. Eh bien, vous voyez que si je suis hors du domaine de stabilité du fer, si je suis hors de cette zone, eh bien, le fer n'existera pas, c'est-à-dire qu'il aura tendance à réagir avec d'autres espèces pour former eh bien, autre chose. Donc, il aura tendance à se corroder très souvent. Donc, il va falloir que je trouve des stratégies pour sauvegarder le fer qui est là, autrement dit, pour me placer dans ce domaine. Alors, en plus, sur le diagramme ici, alors on a rajouté en pointillé un second diagramme. Alors, il doit vous faire penser directement à un diagramme qu'on a tracé hier, le diagramme de l'eau. Donc, au centre ici, j'ai le domaine de H2O, au-dessus le domaine de O2, en dessous des pointillés, le domaine de H2. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On voit notamment une chose, on voit que Fe solide et H2O ont des domaines de stabilité disjoints. Alors, derrière, comment est-ce qu'on peut maintenant exploiter ce diagramme? Alors, on va interpréter donc ce qui va se passer. L'intérêt d'un diagramme potentiel pH, c'est que ça permet d'identifier des réactions favorables thermodynamiquement. C'est-à-dire que si des espèces ont des domaines de stabilité disjoints, elles vont réagir de manière quantitative l'une avec l'autre. En tout cas, elles vont essayer de le faire. Parfois, il y aura un blocage dit cinétique. Les espèces vont être compatibles si elles disposent de domaines de stabilité joints, et si une espèce n'apparaît pas sur un diagramme de stabilité, sur un diagramme potentiel pH, ça veut dire qu'elle se dismute, qu'elle n'a aucun domaine de stabilité. Autrement dit, elle n'arrive pas à cohabiter avec elle-même. Donc, pour les métaux, on va identifier trois types de domaines. Les domaines d'immunité, passivation et corrosion. L'immunité, le domaine d'immunité d'un métal, c'est le domaine où le métal reste à l'identique. Donc vous voyez, tout le bas ici, c'est un domaine d'immunité. Le domaine de corrosion, c'est un domaine où le métal est sous forme d'ion. Donc vous voyez, les domaines de Fe3+, et Fe2+, sont des domaines de corrosion. C'est-à-dire que si on met le métal dans ces conditions de pH et de potentiel, eh bien, le fer solide va passer soit sous forme d'ion Fe2+ en solution, soit sous forme d'ion Fe3+ en solution. Et ensuite, on aurait un domaine qui serait un domaine de passivation,
si FeOH 3 fois solide n'était pas soluble, et si FeOH 2 fois solide n'était pas soluble dans l'eau. Alors, ici, le problème, c'est que ces deux solides sont des solides solubles dans l'eau. FeOH 3 fois, qu'est-ce que c'est? Eh bien, au fait, c'est la rouille, simplement. Donc, ça n'est pas un solide très très stable non plus au contact de l'eau. Donc ici, si les solides n'étaient pas solubles dans l'eau, on parlerait de passivation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh bien, le métal serait protégé par la couche de FeOH 3 fois qui se dépose en surface ou FeOH 2 fois qui se dépose en surface. Ici, ça n'est pas le cas. Les solides sont solubles dans l'eau, donc on est encore dans le domaine de corrosion. C'est-à-dire que les solides se forment, d'accord, mais derrière, les solides vont relâcher en permanence des ions en solution aqueuse, ce qui va contribuer à la destruction du métal. Donc derrière, on peut tenter d'interpréter différentes réactions qui peuvent avoir lieu, notamment ce qui se passerait si on mettait des ions fer 3 en présence de fer solide en milieu acide. Alors, fer 3, fer solide en milieu acide. Donc milieu acide, on va dire pH inférieur à 2 ici par exemple. Donc fer 3, fer solide, on voit que les domaines sont disjoints. Si les domaines sont disjoints, ça veut dire qu'il y a une réaction qui sera a priori quantitative. Alors la réaction, on voit qu'elle va aboutir à chaque fois à la formation de Fe2+, en milieu acide. En effet, la zone intermédiaire entre la zone de Fe3+, et la zone de Fe solide, c'est la zone associée à Fe2+. Donc je vais, à partir de fer solide, former Fe2+. Je vais, à partir de fer 3+, former Fe2+. Et pour écrire l'équation bilan, eh bien, je vais multiplier chaque demi-équation par un coefficient adapté. Donc ici, je sais que je vais avoir le fer solide plus 2 Fe3+, qui va donner en milieu acide de manière quantitative 3 Fe2+. Donc là, je vais avoir affaire à une réaction de médiamutation. Donc vous voyez, après, la constante d'équilibre, je pourrais la calculer simplement en connaissant les potentiels standards des couples. Je vous invite à revenir au chapitre sur l'oxydoréduction pour faire ce type de calcul. Alors, fer solide et eau en milieu acide. Alors, vous voyez, fer solide et eau ont des domaines disjoints, donc on va avoir une réaction quantitative. Et en milieu acide, eh bien, on va former Fe2+. Et donc H2 aussi, logiquement. Donc ici, on va avoir des domaines disjoints. Donc, on va avoir deux couples mis en jeu. On va avoir Fe solide qui donne Fe2+, plus 2E-. Et on rappelle sur le couple H plus H2, on va avoir 2H plus 2E- qui donne H2 gazeux. On simplifie les électrons. L'équation bilan de la réaction, ce sera le fer solide plus 2H+, qui va donner Fe2+, plus H2 gazeux. Donc ici, l'attaque du fer par un acide provoque un dégagement de dihydrogène. Donc là, il faut faire attention quand on attaque les métaux avec des acides, globalement. Ça veut dire que l'eau a un domaine disjoint du métal en milieu acide. Donc ça veut dire que la réaction de l'eau sur le métal va provoquer l'apparition de dihydrogène. Donc si la réaction est exothermique, c'est-à-dire qu'elle dégage énormément de chaleur, eh bien il y a un risque que le dihydrogène dégagé par la solution soit porté à une température trop élevée et qu'il y ait une explosion
qui se créent. Donc il faut faire très attention quand on essaye d'attaquer des métaux par des acides. Ion fer2 et dioxygène. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? On retourne en arrière, on regarde, dioxygène tout en haut, hop, fer2 ici. Alors là, on voit que fer2 et dioxygène, bon, on est bloqué à pH 7,45, mais il y a deux scénarios possibles. Si on est en milieu très acide, on risque de former Fe3+, en milieu moins acide, on va former FeOH 3 fois. Donc il faut envisager ici les deux scénarios. Donc, tant qu'on est en milieu suffisamment acide, eh bien, ici, on va avoir Fe2+, qui va donner Fe3+, plus E-. Et ça va se combiner avec le dioxygène. Donc ici, le dioxygène, à chaque fois, ce sera la même demi-équation. Donc O2 qui donne H2O, 4H+, 4 électrons, donc on fait x4 en haut, hop. Donc ici, l'équation bilan qu'on va avoir si on est en milieu suffisamment acide, c'est-à-dire un pH, pH inférieur à 2,33, et pour qu'on puisse parler du ion fer2, il faut que le pH soit de toute façon inférieur à 7,45 pour rester dans le domaine de stabilité, au-dessus du domaine de stabilité. Donc ici, on va avoir finalement 4 Fe2+, plus O2 plus 4H+, qui va donner eh bien 4 Fe3+, plus 2H2O. Donc ici, vous voyez, Fe2+ au contact du dioxygène, eh bien ça fait apparaître Fe3+ et de l'eau. Alors on vérifie que c'est équilibré, 4 x 3, 12 ici, 4 x 2, 8 et 4, 12, ok, et sur les éléments chimiques, on est bon. Alors si on est en milieu moins acide, donc un pH compris entre 2,33 et 7,45, pour que ça ait du sens si on veut de parler de Fe2+, eh bien à ce moment-là, on va écrire la demi-équation non plus avec Fe3+, mais avec FeOH 3 fois. Alors, Fe2+, et FeOH 3 fois, je vais avoir 3H2O qui vont venir ici. Donc 3H2O, j'ai 3H ici, donc 3H+, et un seul électron va suffire. Le tout combiné toujours avec la même, hein, O2 plus 4H+, plus 4 électrons, qui donne 2H2O. Donc je multiplie par 4 en haut, et j'obtiens l'équation bilan de la réaction. Donc ici, ça va me donner 4 Fe2+, toujours pareil, plus, alors 4 x 3, 12, moins 2, 10, 10 H2O, 4 x 3, 12, donc là j'aurai 12 H+, à droite, plus O2, donc j'aurai plus de H+, ici, hop, qui va donner 4 FeOH 3 fois, plus, donc j'ai dit 4H+ ici, donc il va rester 8H+ ici, hop, plus 2H2. Hop, et voilà. Donc ici, l'équation bilan de la réaction, ça va faire apparaître que Fe2+ réagit avec O2 pour donner FeOH 3 fois et H2O. On peut vérifier rapidement l'équilibrage. 4Fe, 4Fe, c'est bon. Ici, je vais avoir 4 x 3, 12O, 14O ici. J'ai fait une bêtise, évidemment. Ah oui, 3H2O, et j'ai oublié d'équilibrer H2O. Ok. Donc là, j'ai oublié d'équilibrer H2O. On va reprendre. Alors, j'ai 3H2O x 4, 12. Et ici, j'ai 2H2O. Donc, ah bah oui.
Donc 2H2O, il va me rester 10H2O ici. Donc on reprend. 4 x 3, 12. Ici j'ai bien 10 et 2, 12O. Et 2 x 10, donc j'ai bien 20H ici. Ce coup-ci, le compte est bon. Hop. Voilà donc pour l'équation bilan. Alors, dernière remarque que l'on peut faire sur les diagrammes potentiels pH, c'est que l'allure du diagramme dépend fondamentalement de la concentration de tracé. On a vu que certaines frontières ne bougeaient pas, étaient stables vis-à-vis d'une variation de la concentration de tracé, d'autres pouvaient bouger assez fortement. Et donc là, si on compare le diagramme potentiel pH du fer à 10-6 mol par litre ou à 1 mol par litre, ben on voit plusieurs choses. On voit chose très importante, les pentes ne changent pas. Par contre, les frontières verticales et obliques, enfin, frontières horizontales, verticales et obliques, peuvent bouger. Vous voyez notamment que cette frontière est passée d'une valeur en dessous de 0,5 à une grandeur, enfin de moins 0,5 à une grandeur au-dessus de moins 0,5. La frontière Fe3+, Fe2+, n'a pas bougé, ici normal, c'était juste associé à un potentiel standard. Cette frontière mettant en jeu un solide a fortement bougé. Donc vous voyez le pH frontière qui est passé de plus de 3 à moins de 2. Ici le pH frontière est passé de moins de 7 à plus de 8,5, 9, même à plus de 9, 9,5. Donc il faut faire très attention à ceci. La seule chose qui va rester inchangée quand un diagramme potentiel pH voit sa concentration de tracé changer, c'est les pentes. Tout le reste peut bouger, car des variations de la concentration de tracé vont faire varier les équations des frontières, que ce soit les pH, que ce soit les potentiels. En fait, l'idée, c'est que plus on a d'éléments dans le milieu, et plus il va être, entre guillemets, facile de former du solide. Alors là, c'est l'impression qui ressort ici, vous voyez, FeOH 3 fois a un domaine beaucoup plus grand à 1 mol par litre qu'à 10-6 mol par litre. Alors ça, d'où est-ce que ça vient? Eh bien, ça vient du fait que le KS vaut à la frontière C tracé fois la concentration pour FeOH 3 fois, par exemple, H au moins puissance 3. Donc si la concentration de tracé est plus élevée, eh bien le domaine s'étend tout naturellement. Donc là, nous avons tracé un diagramme potentiel pH complet pour un élément. Vous voyez que c'est assez long. Donc dans les sujets de concours, vous n'aurez jamais tout ceci à faire. Vous aurez souvent des extraits du diagramme à exploiter. Donc ensuite, charge à vous de poser les formules de Nernst pour trouver les pentes, d'exploiter les continuités pour trouver des potentiels inconnus, d'exploiter des valeurs de potentiel frontières connues pour retrouver des concentrations de tracé. Les exercices en lien sont multiples, mais finalement la démarche est très répétitive, c'est toujours la même chose. On exploite les KS ou pour trouver les pH frontières verticaux si on a affaire à un solide. On exploite des réactions acido-basiques pour trouver des frontières verticales si on a affaire à des couples acide-base, des choses comme ça. Pour les frontières horizontales ou obliques, on utilise la formule de Nernst car on sait qu'on a une variation du nombre d'oxydation, donc un échange d'électrons. Ensuite, les principes pour identifier les réactions qui ont lieu, c'est qu'on travaille avec superposition de diagrammes potentiels pH. Des espèces qui ont des domaines communs peuvent cohabiter. Des espèces qui ont des domaines de stabilité disjoints vont réagir l'une avec l'autre. Thermodynamiquement, on sait que la réaction sera favorisée. Au niveau cinétique, on a un petit doute. Et ensuite, eh bien, si on veut interpréter les réactions, il suffit de poser les demi-équations mises en jeu, et à partir des demi-équations mises en jeu, eh bien, on établit l'équation bilan de la réaction que l'on a interprétée. Je vais vous inciter ensuite à poser vos questions en commentaire, et je vous annonce la suite au prochain épisode.